Donc bonjour et bienvenue à notre conférence sur un retour d'expérience des bénéfices collatéraux d'un déploiement agile et agile à l'échelle chez Michelin à la R&D et en fait plus concrètement dans un programme de transformation digitale donc à la R&D Michelin. Je m'appelle Udo Gitschir, coach agile depuis 3 ans, donc 25 ans d'expérience dans le groupe Michelin, avec d'abord en passant par l'industrie, l'usine, derrière plusieurs postes et process de supply chain marche courante. Ensuite, on appelle ça la supply chain RDI, au support des projets de développement des nouveaux matériaux et pneus. Et depuis 3 ans, dans l'équipe Progrès, où je m'occupe essentiellement dans le programme DDE, donc Data Driven Engineering, d'accompagner les équipes dans le déploiement de l'agile et agile à l'échelle. Moi, donc Pascal Landreau, donc je travaille au sein du programme de transformation digitale de la R&D Michelin et j'ai plutôt comme rôle d'animer le portefeuille des initiatives qui nous permettront justement d'amener cette transformation. Et puis avec Udo, on a tous les deux finalement aussi l'ambition de porter et de faire la promotion de l'excellence opérationnelle au sein de la R&D et en particulier aussi sur ce programme de transformation. Et c'est aussi pour ça qu'on est là en tant que promoteur de l'excellence opérationnelle. Alors, est-ce que vous préférez qu'on prenne les micros peut-être? Je ne sais pas, ils fonctionnent les micros? Et ça ne gêne pas, ça ne crée pas d'interférence? Est-ce que ça va mieux? Bon, super. Bon, alors on va pas rembobiner le début, si ça ne vous dérange pas. J'espère que vous avez suffisamment entendu. Un petit mot avant d'aller un petit peu plus loin sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, bien sûr, pour remercier les partenaires, pour remercier l'organisation d'Agile Enseigne, grâce à qui finalement on peut se retrouver aujourd'hui ici, et puis grâce à qui nous pouvons partager finalement ce retour d'expérience aussi. Donc merci à eux. Je te laisse la parole, Udo. Oui, pour introduire le sujet, on vous propose d'abord de parler de notre entreprise, donc du groupe Michelin, qui se présente sous forme d'infographie. Bon, moi, avec mes yeux coach agile, j'ai plutôt envie de parler d'un framework, parce que en haut, vous trouvez la vision, donc le rêve. Michelin, c'est offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, et plus concrètement, à horizon 2050, en fait, aussi mettre à disposition au monde des innovations critiques pour avancer sur les sujets et mettre à disposition des solutions sur les sujets comme le climat, le progrès social, les ressources naturelles, et aussi le médical. Après, à gauche et à droite, on trouve quelque part nos fondamentaux et aussi donc, du coup, nos atouts qui sont la marque, qui sont nos employés, donc les personnes, qui sont la puissance d'innovation et aussi la qualité reconnue de nos produits et services. Ça s'appuie sur nos valeurs de respect, donc ça c'est vraiment ancré depuis très très longtemps, donc notamment le respect des personnes, le respect des faits. Et depuis 5 ans à peu près sur un nouveau modèle de leadership qui s'appelle iCare, où voilà, tout le monde est censé prendre le lead et aussi où tout le monde est quelque part Michelin, donc I am Michelin. Dans les leviers de transformation, on trouve ce qu'on va regarder aujourd'hui en particulier, c'est la partie data, donc capter, exploiter davantage la data, et ceci pour accélérer la puissance d'innovation. À côté, on parle un peu d'Agile Michelin, c'est plutôt dans le monde de la supply chain, mais bon, profitons aussi. C'est aussi un des leviers affichés, et du coup, au cœur, nos ambitions sont tout durables, donc qui jouent autour de 3 P, donc les personnes, la performance économique et financière, et aussi la planète. Et par ailleurs, je remercie, c'était Alexandre ce matin de la keynote qui parlait aussi de Michelin avec le contexte environnement, donc effectivement, on est fort acteur là-dedans, et toute initiative maintenant est regardée vraiment sous les 3 angles, donc pas que profit, mais bien, pas que performance économique, mais bien sous un équilibré personne et planète aussi. Et après, nos domaines d'activité, bon, vous connaissez les pneus évidemment, mais on devient une entreprise de fournisseurs de solutions composites. À votre avis, donc un pneu déjà c'est un composite. À votre avis, combien de matériaux sont en moyenne dans un pneu? 5. Combien? 5. Qui dit plus? 10. 10? 50? J'entends plus?
Non, 25, encore plus que 50, en fait, c'est 200. 200, donc c'est vrai, de loin, c'est noir et rond, mais à l'intérieur, c'est un composite de 200 matériaux. Du coup, on veut profiter de notre expérience autour des composites, des polymères, et proposer d'autres produits, aussi des solutions connectées, et dans l'expérience aussi lifestyle. Bon, vous connaissez les guides Michelin, etc. Donc maintenant, on zoome du groupe Michelin vers la R&D, c'est là où on est avec Pascal, où en fait on a à peu près 6000 personnes dans le monde, réparties dans les zones, aux Amériques, en Europe et en Asie, pour être le plus près de nos clients. 6000 personnes qui sont en moyenne, il y en a 200 des 6000 qui sont en formation tous les jours. Donc tous les jours, il y a à peu près 200 personnes en formation chez Michelin. Donc c'est un fort axe de développement des compétences. Et aussi, on a à peu près une centaine de compétences métiers R&D spécifiques. Ensuite, donc, dans des composites et expériences, on peut, bon, à part du pneu, on peut parler des joints, par exemple, des chenilles. On peut parler des membranes. Et aussi, il y a des solutions dans le médical. En termes de leadership environnemental, on a une ambition en 2050 d'avoir un pneu constitué de 100% des matériaux renouvelables et recyclables. Donc 100%, on vit, c'est notre vision. Aujourd'hui, à 2030, on vit 50%, sachant qu'on n'est pas loin déjà des 50. Il y a des pneus qui vont déjà au-delà. Et après, maintenant, du coup, nous, on se trouve dans le programme Data Driven Engineering qui envisage d'exploiter les data qu'on a, la R&D, pour déjà les mettre à disposition facilement au métier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui partout, et aussi pour leur mettre dans les mains des solutions digitales qui leur permettent d'aller plus facilement, plus loin dans les solutions qu'ils proposent aux clients. Voilà, donc c'est un programme où on est à peu près 200 personnes au niveau monde. Alors rentrons un petit peu plus dans ce programme, parce que finalement c'est un peu cet objet dont on va parler, ce programme et son organisation. Son organisation au sein d'un système qui est en fait la DORD, puisque c'est de la recherche et du développement, puisque c'est un programme qui est au service de la recherche et du développement, qui se développe avec des compétences qui viennent de différents horizons. Et vous allez du coup retrouver beaucoup de compétences spécifiques à l'ingénierie, des personnes qui savent développer des matériaux et du pneu. Vous allez retrouver des compétences liées au manufacturing, parce que finalement nos produits sont manufacturés et il est bien beau de les designer, mais il faut savoir aussi les produire et les fabriquer. Et donc c'est aussi quelque chose de très important. Et bien entendu, puisqu'on va parler de transformation digitale, un certain nombre d'objets que ce programme va produire, ce sont des produits digitaux. Et donc ça va se faire aussi avec finalement des équipes IS-IT. Et tout l'enjeu finalement de ce programme en termes d'organisation, que ce soit de sa gouvernance ou de ses opérations, va consister finalement à essayer de faire marcher cet écosystème, faire travailler ces équipes ensemble, qui viennent de différents horizons, sachant que le point de départ, c'est des équipes IT qui sont très sensibles et sensibilisées à l'agilité, qui travaillent de manière régulière à l'agilité. Par contre, le reste de l'environnement, et en particulier des équipiers de la recherche et du développement, qui ont plutôt baigné dans des organisations classiques matricielles, avec un rattachement hiérarchique métier, un rattachement à des projets, et des projets qui fonctionnent plutôt en mode, je dirais, classique, de type waterfall. Donc on a décidé de lancer finalement cette équipe-là de 200 personnes dans l'agilité à l'échelle. Et forcément, quand vous vous engagez là-dedans, et que vous voyez le point de départ que vous avez forcément quelques défis. Déjà, faire fonctionner ces équipes, et garantir que ce soit vraiment des équipes pluridisciplinaires qui avancent ensemble. Et bien entendu, l'environnement et la R&D et ces 6000 personnes vous regardent un petit peu comme un objet un peu particulier, en disant mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Voilà. Et donc, ce qu'on va discuter un petit peu finalement de ça, c'est de se dire finalement, ils nous ont observés, on s'est observé, et ça nous a permis finalement de progresser, de discuter ensemble de certains aspects en fait sur comment on s'organise, comment on opère, comment on gouverne, et ça a été assez bénéfique pour l'ensemble de l'organisation puisque ça a rouvert des questions sur des sujets sur lesquels on sait qu'on a encore à progresser. Et ce que l'on veut partager finalement, c'est différents exemples de sujets sur lesquels on a pu discuter en lien avec l'organisation et la gouvernance et en lien bien sûr avec l'agilité.
Avant de rentrer dans ces différents sujets, Udo va juste vous en dire un petit peu plus justement sur la mise en place de cette agilité à l'échelle au sein du programme. Ouais. Donc vous voyez bien la bougie, donc 2 ans en fait, c'est pas très vieux, ça fait 2 ans, presque jour pour jour, hein, donc autour du 20 septembre, on a décidé d'aller déployer l'agile et l'agile à l'échelle. Et en fait, le déclencheur, on était demandé par nos dirigeants d'accélérer le delivery de ce programme. Et tout ça en mettant ensemble plusieurs métiers, donc qui dit des métiers de IT, des métiers de la recherche, côté pneus, côté matériaux, côté performance, mais aussi de l'industrie qui va après réaliser les produits. Et donc on a dit, voilà, l'agile à l'échelle est pour nous une belle opportunité. Et pour nous simplifier la vie, on a choisi un framework existant. Donc certains d'entre vous connaissez peut-être, c'est SAFe. Donc, mais qu'on a plutôt pris comme boîte à outils très très riche avec des pratiques Lean et agiles, parce que pour moi SAFe n'a pas tout inventé ce qui est sur le site, surtout en consolider toutes les pratiques qui existent en Lean et agile et les mettre très bien à disposition. Donc nous on est parti avec ça. Aussi, on voulait vite démarrer, du coup on s'est donné un objectif, dans les 3 mois on veut démarrer, donc on s'est donné rendez-vous donc le 5 janvier à peu près pour faire un planning collectif, donc on parle de PI planning. C'était notre PI 0, donc c'était un peu un bac à sable pour tester. Donc on ne connaissait pas les résultats, mais on voulait tester pour nous ajuster. Et en fait, c'est ce qu'on a fait après au rythme trimestriel. Donc on a lancé 2 trimestres après, donc vers l'été, nos 3 premières équipes d'équipes, donc sur la conception des matériaux, la conception des pneus et l'accompagnement de l'outillage des factories. Et en fin d'année, 2023, 2 trains supplémentaires sur l'industrialisation et sur les usages performance vus sur le terrain par nos clients. Et au passage, donc, on a formé 500 personnes avec 2 belles expériences. D'abord, les formations dans les clés en main par SAFe, ça c'est comme assez pratique. Vous avez toutes à votre disposition, vous prestez les formations. Ce n'est pas à vous de créer des PowerPoint et de créer le sujet et du contenu. Et la deuxième chose qu'on a découvert, c'est un serious game qui s'appelle City for Safe, fait par Jean-Philippe Guilibert. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Chez nous, ça a marché à fond. Donc, il y a au moins 500 personnes qui sont passées par là, dans l'équipe des directions aussi. Donc, en jouant en 2 heures, 2 heures et demie, vous pratiquez la partie opération, réalisation des équipes, équipe d'équipe. Vous faites une planification collective et vous jouez le déroulement du PI. Donc voilà, quelque chose qui marchait très bien. Et maintenant, on s'est mis dans le mode delivery, progrès continu trimestriel. Allez, on vous propose de rentrer maintenant dans les différents sujets en fait, sur lesquels on a fait quelques focus. Et à la fin, on reviendra pourquoi plutôt ces sujets qu'autre chose. Ouais. Et du coup, la première onde dont parlait Pascal, des résonances, c'est la première qu'on a reçue, c'est par rapport à des réunions. Parce que voilà, qui dit mettre de nouvelles choses en place, dit besoin de réunir les personnes. Et voilà, le premier résonance, non, on n'a plus le temps dans nos agendas, là, vous rajoutez un truc en plus, ça ne va pas, il faut enlever. Donc en fait, ce qu'on a fait, et c'est un peu grâce à l'Agile qui fonctionne avec des rituels, donc ce sont des réunions plutôt de courte durée, structurées, avec des participants identifiés, les sujets identifiés et déjà planifiés sur toute l'année. Donc en fait, chacun sait exactement où il participe, qui va venir, quel sujet, quand est-ce qu'on est attendu, donc il n'y a pas de surprise. Et du coup, on trouve tout ce qui est listé là, une structuration, des routines, une communication améliorée et aussi un engagement et motivation parmi les participants. Et on a particulièrement une bonne pratique, je pense qu'on a mis en place, qui n'est pas comme ça directement dans SAFe, c'est ce qu'on appelle une cellule de recours ou de tension, où toutes les semaines, on se réunit, on est une quinzaine de personnes, pendant 30 minutes, on capte les tensions qui remontent ou les recours qui remontent des équipes, et on essaye de trouver des solutions dans la semaine. Donc on essaye vraiment de traiter les difficultés, les problèmes remontés. Et juste pour terminer sur ce sujet, maintenant on vise à peu près un fonctionnement en 80% des rituels et 20% des réunions, parce que les réunions, il en faut toujours des réunions d'ad hoc pour des sujets spécifiques, au cas par cas, il en faut toujours, mais on essaye d'avoir du 80-20 pour avoir une efficience collective. Excusez-moi. Un autre sujet sur lequel on est revenu, on a beaucoup discuté, c'est la question de cadre et rôle.
Nous, quand on a adhéré au framework finalement qu'on a retenu, ce qui nous a semblé très important, c'est de se dire finalement, il est super important de faire un effort sur clarification des cadres et des rôles de chacun. Et la façon dont on s'est emparé du sujet, c'était de dire finalement, le cadre, en fait, c'est ce qui va permettre en fait, de définir pour une équipe son terrain de jeu, par rapport à une intention qui va être donnée. Et donc l'équipe comprend qu'elle a un terrain de jeu, elle comprend qu'elle a une intention à supporter, elle comprend qu'elle a une autonomie qu'on va pouvoir lui donner, et elle comprend aussi finalement ce qui n'est pas dans le cadre, et donc sur quelle nature de sujet elle n'est pas elle-même apte à décider de ce qu'elle fait et de comment elle veut faire. Par contre, là où elle sait et ce qui est dans son cadre, elle a toute légitimité à décider à la fois sur ce qu'elle fait et comment elle le fait. Et donc, on a mis beaucoup d'emphase finalement sur la clarification du cadre de chaque équipe et d'équipe, pour être sûr finalement que l'ensemble de l'organisation, ces 200 personnes, comprenaient bien finalement de quoi il s'agissait et quel était le terrain de jeu de chacun. Et on a décliné bien entendu ceci avec des rôles, puisque ça a permis finalement à chaque individu de se situer dans cette équipe et de comprendre finalement quels étaient les attendus clés, quelles étaient en fait les décisions aussi qu'il pouvait prendre, quelle était l'autonomie et la responsabilité qu'il pouvait avoir en tant que PO, en tant que business analyst, et différents rôles de ce type-là, et donc à amener beaucoup de clarté. Alors, on ne va pas le cacher, ça met du temps. Ça met du temps quand on n'est pas habitué à pratiquer cet exercice, et ça peut être parfois paraître un peu artificiel, mais on s'est lancé dans cet exercice. Et l'environnement, quand ils nous ont regardé opérer, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils passent leur temps à définir des cadres et des rôles. Et ça a été assez intéressant parce que finalement, ce qu'on a pu se redire aussi, c'est que de leur côté, et c'est un sentiment que quand on ne travaillait pas finalement dans cet environnement-là, on a pu régulièrement ressentir, c'est de dire que souvent, en fait, on est confronté à une situation d'observer un décalage entre ce qu'on pense que l'on fait et ce qu'on fait réellement. Et encore plus de la part des autres, parce que les autres, parfois, ont le sentiment que vous avez cette responsabilité, attendent de vous finalement que vous soyez capable de jouer cette responsabilité, alors que vous n'êtes plus du tout sur ce jeu. Donc ce manque de clarté peut être quand même assez préjudiciable à une organisation, et donc poser les bases, être capable de pouvoir finalement s'entendre et capable de faire évoluer surtout la situation, parce que je crois que c'est ça qui est très important, c'est que les choses ne sont jamais figées, et c'est quelque chose qui nous a permis de reconnecter collectivement sur ces questions, et de pouvoir se dire, oui, en effet, il n'y a pas que des... C'est pas complètement couillon comme idée, et ça vaut le coup quand même qu'on creuse collectivement un petit peu cet aspect. Ce qui est sûr, c'est que traditionnellement, quand on revoquait la question des cadres et des rôles dans une organisation telle que la nôtre, derrière il y avait un gros mot qui s'appelait la réorganisation. C'est-à-dire qu'il faut souvent attendre une réorganisation pour reposer les choses. Là, avec la démarche et l'approche agile qu'on a adoptée, cette question, c'est une question qui doit vivre avec le temps et dont les acteurs doivent s'emparer. Et il faut prendre se sentir complètement légitime de faire évoluer les règles du jeu pour être sûr que finalement vous restez connecté avec ce que vous faites et vous permettez aux autres de comprendre ce que vous faites. Et peut-être pour compléter, un autre bénéfice, c'est on a mis en place un outil en fait pour mettre tous les rôles, pour mettre les cadres, mais aussi des rituels. Et du coup, c'est maintenant facile pour quelqu'un qui arrive pour tout de suite savoir où est-ce qu'il ou elle se trouve. Et aussi, en tant qu'organisateur des rituels, donc c'est facile maintenant de savoir qui il faut inviter dans quel rituel. Voilà, donc pratique pour le quotidien. Un autre sujet qu'on a réévoqué, c'est la question de la synchronisation et de la gestion des dépendances. Dans une organisation comme Michelin, il y a 100 000 employés. Bon. Synchroniser 100 000 employés, gérer les dépendances entre les équipes, les entités, c'est un combat de tous les jours. Ce qu'on a particulièrement apprécié en adoptant le cadre SAFe, c'est que finalement, on a vu qu'on arrivait avec une boîte à outils qui nous permettait finalement de mettre au cœur du jeu ces questions-là. Être capable d'observer les dépendances, être capable d'aller jusqu'à les cartographier, être capable de pouvoir finalement collectivement se dire comment on regroupe les équipes pour minimiser ces dépendances et rendre les équipes autonomes, c'est typiquement en fait l'exercice qu'on a pu faire. Et cette boîte à outils, pour ça, on l'a trouvée assez pratique, parce que justement, elle permettait de mettre au centre du jeu la question de comment on gère nos dépendances, comment on ritualise la gestion dynamique de ces dépendances, parce qu'en avançant collectivement, de nouveaux problèmes de dépendance peuvent apparaître, et il est important de rester bien connecté à ces évolutions.
Et donc on s'est emparé vraiment de cette question et on a pu finalement en bénéficier avec l'esprit finalement de se dire c'est un vrai outil qui va nous permettre de faire évoluer en fait finalement notre organisation chaque fois qu'on sentira finalement que ces questions de dépendance sont de plus en plus difficiles à gérer et nous donner cette vraie agilité finalement qui est de dire reconfigurez-vous quand vous sentez vraiment que ça commence à être compliqué et que la question des dépendances et de la synchronisation entre les équipes est un vrai nœud de votre organisation. Donc voilà pour ces questions globalement et rapidement sur ces questions de synchronisation et de dépendance. Donc après le change et le mindset, bon, pour introduire le sujet, j'ai posé la question à notre collègue Bastien qui est un peu leader sur le sujet. Il me dit, bah, en fait, tout au départ, il y avait surtout une grosse attente de la part des métiers pour enfin avoir accès facilement à toutes les données. Et comme on est à la R&D aussi, on parle des données qui sont confidentielles, donc c'est pas d'un côté il faut les siloter, il faut les bien enfermer, mais il faut aussi les rendre disponibles pour pouvoir les exploiter. Donc des grosses attentes par rapport à ça, aussi par rapport à des solutions digitales pour le métier. Donc, comment on s'y a pris? Donc, de nouveau, une belle expérience et à travers cette gamification dont je vous ai parlé avec le jeu City for Safe pour les formations Safe, mais aussi maintenant en presse de workshops auprès des équipes, auprès des entités, où on a créé un jeu, aussi une sorte de serious game avec des cartes pour dire ben, maintenant ils doivent trouver les pairs entre la situation actuelle et la situation qu'on leur propose après la transformation. Donc il va venir des changements, les outils qu'on leur propose et par ailleurs ils peuvent s'exprimer pour dire ben, soit on n'a pas compris, soit on a d'autres choses en tête que vous avez, que vous ne nous présentez pas. Donc ça se passe actuellement dans le monde R&D chez Michelin. Il y a des workshops en cours jusqu'à fin d'année. On a aussi travaillé en e-learning, donc ça c'est plutôt une action individuelle où chacun peut se former sur les basiques de cette transformation digitale. Et aussi des newsletters et tout type de communication associée. Donc dans le but d'aller vers un apprentissage collectif, tout en évitant les jargons, donc déjà chez Michelin on a pas mal des termes Michelin, voilà, donc quelqu'un de nouveau qui arrive. Si en plus maintenant on rajoute de l'agile, du safe, de LPM, PI, machin, et plein de choses, voilà, donc ça crée aussi une opposition, un silo, et ça donne pas envie d'y aller. Donc on essaye de les enlever ces jargons, ou au moins d'accompagner dans le change, dans les formations, pour remonter tout le monde au même niveau de langage. Et surtout aussi à travers le réveil de la curiosité et le jeu. Et tout derrière, on va dire, c'est motorisé par Kotter. Donc je pense que vous connaissez l'approche de Leading Change, les différentes étapes. Voilà, nous on est bien là-dedans, c'est-à-dire on crée d'abord une coalition au sein du programme Data Driven Engineering et après en fait il faut qu'on rayonne au-delà, c'est-à-dire vers la R&D mais aussi vers toutes les entités autour. Après dans la continuité du change et mindset vient ensuite ou en parallèle l'apprentissage et la capitalisation. Donc l'apprentissage est très ancré dans nos cultures Michelin, comme tout à l'heure je vous ai parlé à peu près à la R&D de 200 personnes qui sont en formation tous les jours en moyenne. On a toute une offre de formation individuelle pour être acteur de notre carrière, donc pour acquérir des nouvelles compétences en fonction des besoins qui se présentent. Et du coup, notre challenge était plutôt faire un apprentissage collectif par rapport à ce déploiement agile et agile à l'échelle, et plus tard au déploiement de nos solutions digitales. Et donc, on le fait par des démarches d'observation, d'expérimentation, d'adaptation et après, surtout aussi de persévérer. Je voulais citer quelques exemples d'apprentissage, de capitalisation. Donc, tout comme pour le jeu City for Safe, en fait, pour pratiquer les opérations de l'agile et agile à l'échelle, on a travaillé avec l'entreprise S2I, dont fait partie Jean-Philippe Guilibert, pour co-créer avec l'aide aussi de l'Imagrin, d'EDF et d'Orange, un jeu qui permet à pratiquer en 3 heures une approche portefeuille agile.
pas annuel, mais plutôt trimestriel. Par ailleurs, ce matin, il y avait aussi un atelier proposé à ce sujet. On n'est pas loin du même thème. D'autres sujets, en fait, de capitalisation, vous faites des formations, voilà, il y a des certifications qui vont avec, donc on capitalise un savoir-faire. On capitalise aussi quand on se met ensemble avec les coachs agiles. Donc, par historique, en fait, chez Michelin, les coachs agiles sont surtout côté AS. Donc, par ailleurs, on pratique l'agile depuis une quinzaine d'années, mais pas trop côté business. Donc maintenant, voilà, il y a des ondes et un peu de résonance pour avancer ensemble. D'autres choses, ce sont comme on veut déployer des solutions monde et pas des solutions spécifiques à chaque entité, à chaque pays, à chaque zone. En fait, la base, c'est d'avoir des pratiques métiers homogènes. Donc, ce qui est le cas, heureusement, pour une partie de notre business, mais ce qui n'est pas le cas partout. Et donc là, on retrouve des challenges, on ne va pas parler de difficultés, mais plutôt des challenges, des opportunités, et de dire, avec cette transformation digitale, on met plein de nouvelles choses à disposition, profitons-en collectivement pour nous mettre à niveau et pour homogénéiser des pratiques. Voilà, donc ça c'est juste quelques exemples que je voulais citer. Il y en a d'autres aussi sur les fondamentaux, beaucoup de travail collectif, donc sur les data, sur l'approche factories et sur les outils et méthodes, qui sont des composants transverses, mais desquels on a fortement besoin pour avancer dans notre transformation. Un autre sujet intéressant, c'est le sujet des objectifs et des résultats. Moi, ça fait que maintenant 23 ans que je suis dans l'entreprise, donc j'en ai eu pas mal à faire chaque année. L'exercice des objectifs, c'est un exercice qui, historiquement, on avait l'habitude de dire tu définis ces objectifs avec ton manager en début d'année, puis vous évaluez vos objectifs en fin d'année. Et il m'est arrivé, je dois reconnaître, de me redemander la question au mois d'octobre, de savoir si finalement, où est-ce que j'en étais des objectifs que j'avais fixés avec mon manager en début d'année. Et de me dire que c'était un petit peu artificiel, parce que finalement, cet objectif, j'avais plus trop envie de le porter. On a vécu beaucoup dans des organisations qui fonctionnaient comme ça. On vit encore dans des organisations parfois qui fonctionnent comme ça. Donc la question de comment on fonctionne et comment on opère et comment on utilise les objectifs comme un vrai levier de motivation et d'atteinte d'objectifs, ce n'est pas une question si simple. Pourtant, on en parle tous et ça semble ficelé, réglé pour tous. Mais il y a quand même des vraies difficultés que l'on rencontre tous au quotidien par rapport à ça. Un autre exemple que j'ai pu vivre aussi, c'est de se dire, se retrouver en difficulté finalement s'agissant d'expliquer sa contribution individuelle à un objectif collectif. Ça m'est arrivé, je me suis dit, mais merde, finalement, qu'est-ce que j'ai apporté finalement tout ça? Donc tout ça pour dire que sur ces questions-là, ça vaut le coup de prendre un peu de temps. Et quand on a pris le framework, on s'est dit, bah, tiens, c'est marrant, les mecs, ils ont un petit peu étudié le truc. Première chose qu'ils vous disent, c'est, bon, travaillez à des horizons de 3 mois, déjà. Prenez pas trop d'élan, parce que les choses peuvent changer. Alors on vous dit, le monde est VUCA, donc, mais enfin, globalement, indépendamment de ça, c'est quand même assez vertueux de se dire, je vais fixer un objectif à 3 mois, et puis on va avancer collectivement par le quai de 3 mois. Et puis globalement, quand c'est un peu compliqué l'objectif, prenez le temps quand même de découper pour regarder la contribution de chacun à l'objectif. Ça peut être motivant, ça peut aider finalement chacun à être bien engagé et à vouloir rester à bord pour atteindre cet objectif. Donc là, ce sont des principes en fait que dans l'agile on applique, et on applique presque naturellement, mais c'est des domaines, c'est des façons de faire que vous ne retrouvez pas forcément encore toujours partout. Et ceux qui n'ont pas encore complètement adopté l'agilité peuvent être encore confrontés à des difficultés face à des questions de ce type. Donc ça a été assez intéressant de pouvoir mettre ça en visibilité, de le repartager collectivement pour se dire, vous voyez, il y a peut-être un chemin, et même vous qui n'êtes pas complètement sur des sujets qui se marient bien avec le digital et le software et l'agilité, ça peut être finalement quelques lignes guides qu'on peut prendre. J'avais juste à chaud un autre exemple en tête que j'ai vécu plusieurs fois dans mes 25 ans dans l'entreprise. Vous voulez lancer une initiative, je ne sais pas, en avril, mai, juin, qui donne la valeur aux partenaires, aux clients, et vous cherchez des ressources et on vous dit désolé, ce n'est pas dans mes objectifs, je ne peux pas t'aider, mais ce n'est pas dans mes objectifs. Et du coup, avec une approche agile où collectivement, voilà, on s'engage sur des objectifs plutôt trimestriels, on est bien plus agile.
Voilà, ce qu'on a aussi apprécié en mettant en place finalement cette démarche d'Achille à l'échelle, c'est aussi la capacité de se dire que finalement, l'objectif d'une équipe, c'est quelque chose qui est partagé avec les équipes avec lesquelles elle travaille. Et finalement, c'est collectivement qu'on va valider ensemble le fait que c'est plutôt ça qui est prioritaire pour les 3 mois qui viennent, plutôt qu'autre chose. Et ça, je trouve que ça donne quand même une force, ça donne une légitimité à ce qu'on fait, et ça donne quand même un sentiment qu'on a envie d'y aller. Hein. On a envie d'y aller, et ça renforce, l'engagement des équipes. Au-delà de ça, s'agissant des résultats, on a très vite vu en fait l'avantage des démos. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une démarche où on s'est dit, tous les 3 mois, on va faire la démonstration de ce qu'on a fait les 3 mois qui sont passés. Rentrons là-dedans, et on l'a appliqué aussi bien s'agissant des logiciels qu'on développait que des actions transverses. On a fait des démos sur les actions de change. Allez, hop, on s'est objectivé, on fait la démo, une démo avec l'ensemble des personnes environnantes, et les feedbacks, et puis l'approche. Et finalement, on s'est dit, mais voilà, il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas dans un contexte qui peut sortir du cadre complet du développement logiciel, et on a tout intérêt à regarder ça pour voir finalement ce qu'on peut en faire de manière plus large. Voilà. On va regarder le dernier sujet qui est le pilotage par la valeur. Aujourd'hui, au sein de la boîte, la question de la valeur est centrale. Nous sommes tous sensibilisés à l'importance finalement de produire de la valeur pour l'entreprise, de mettre cette valeur au service de nos clients. Et ça, c'est largement partagé au niveau du groupe. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est s'assurer qu'entre ce que vous faites au quotidien et une intention que vous devez porter, vous arrivez à retracer le fil de la valeur et de savoir finalement comment vos actions au quotidien peuvent contribuer finalement à amener cette valeur. Et ce qu'on a assez apprécié finalement dans l'adoption du framework, c'est finalement qu'on nous a expliqué finalement qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut un petit peu compter quand on veut traiter cette question en profondeur. Tout d'abord, avoir une capacité de comprendre finalement l'intention que vous devez porter et d'être très connecté finalement à une gouvernance qui est capable de vous dire, quand je vous engage dans une transformation digitale, je vous explique finalement ce que j'attends, je vous explique finalement les résultats que cela doit produire, et on reste connecté sur le fait que voilà, les différentes intentions que vous allez lancer pour servir cet objectif, ils sont bien alignés. Et donc, ce travail nous a amené à passer un certain temps avec la gouvernance, parce que finalement, la gouvernance s'est elle-même rendu compte que ce n'était pas si facile d'être capable d'être prescripteur d'objectifs, de pouvoir finalement dire si telle initiative plutôt que telle autre au service du digital était meilleure. Et donc, c'est un travail qui nous a permis vraiment de cheminer et de se rendre compte finalement que voilà, la gouvernance avait une part importante à jouer et qu'il fallait à tout prix que cette part soit jouée. Et ça, c'est un premier concept qui était important. Le deuxième élément qu'on a retenu, c'est finalement de dire qu'il y a un certain nombre de principes qu'il faut savoir s'appliquer. Si on veut vraiment piloter par valeur, c'est tout simplement être capable de prioriser, être capable de décider, être capable de renoncer, et donc apprendre les équipes à prendre cette capacité à prioriser, à décider, à renoncer, et d'être dans une logique où vous essayez de produire de la valeur plutôt en continu, qui est quelque chose auquel on n'était pas forcément familier quand on a démarré. Et donc ça, c'est aussi un enseignement que l'on a retenu. Bien entendu, il faut un certain nombre d'outils, et je dirais les cadres d'agilité ont tout un tas d'outils qui sont proposés pour accompagner justement ce pilotage de la valeur. Et puis enfin, il y a surtout des pratiques au quotidien qui passent dans les cadres qu'on a adoptés souvent par des actions de planification de synchro d'équipe, de planification des tâches au sein d'une équipe, et puis bien sûr des processus à mettre en place parce qu'il ne suffit pas de décréter qu'on va délivrer en continu, il faut parfois créer les conditions en amont pour pouvoir le faire. En particulier dans le domaine du software, on le connaissait bien, les procédures de type CI/CD sont là aussi pour aider justement à fluidifier ce genre de choses. Et donc, on a bien compris toute la mesure finalement de ce qu'il fallait faire si on allait vraiment avancer sur le pilotage par la valeur. Alors, je ne vous cache pas que ça, c'est un peu la théorie qu'on essaie de mettre en œuvre. Où on en est vraiment dans les pratiques, bon, on sait qu'on a encore pas mal de chemin à faire avant finalement d'avoir la capacité à bien rendre compte de la valeur que l'on produit. Et c'est un travail qu'on va certainement mener encore dans les mois qui viennent. Bon, on va en arriver à la fin. Donc vous voyez, on a essayé d'éclairer un certain nombre de points. Et en fait, pourquoi on a retenu ces points, c'est parce qu'ils ont un caractère assez générique. Alors qu'on n'a pas parlé de logiciel,
On n'a pas parlé de questions spécifiques à une démarche autour du software, on a parlé d'éléments très simples, de principe de rituel, principe d'organisation d'agenda, principe de définition des objectifs, principe de mesure des résultats, principe de définition de pilotage par la valeur, qui sont finalement des choses que vous pouvez transposer dans n'importe quel contexte. Et c'est en ça que ça a été intéressant de se connecter à l'ensemble de la communauté R&D, puisque finalement, c'est ces questions auxquelles elles sont très sensibles. Si on leur avait parlé de développement logiciel et d'aspects très techniques autour de ces questions-là, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à les faire adhérer. Donc, ce qu'on en retient, c'est que voilà, il faut être capable d'offrir à l'environnement la possibilité de comprendre votre transformation. Il est clair qu'il vaut mieux essayer d'aller sur leur terrain que de les amener sur le vôtre. Donc tout ce que vous pouvez faire qui vous permettra de comprendre finalement comment les autres peuvent commencer finalement déjà à être curieux et se questionner sur ce que vous faites, voire à terme adhérer à ce que vous faites, eh bien c'est quelque chose qui vous permettra d'avancer. Attention aux effets que vous produisez sur les autres. Ça, je crois que c'est très important. Quand on part dans une transformation et qu'on se dit on va travailler différemment, il ne faut pas se mettre dans une bulle. Il faut prendre la responsabilité de se dire ça va forcément avoir des répercussions, les autres vont nous observer et il faut en prendre soin. Et vous devez prendre cette responsabilité, vous. Il ne faut pas attendre que les autres fassent le mouvement, c'est du moins la leçon, nous, et l'enseignement que l'on tire. Et enfin, des éléments sur les pièges à éviter, ou de le rappeler. Au début, on a beaucoup discuté sur le jargon et finalement l'environnement nous a beaucoup reproché de jargonner. Et ça a créé pendant un certain temps une espèce de parasite là, qui se plaçait entre nous et eux, qui faisait que toute discussion n'était pas possible. Vous jargonnez trop, on ne peut pas s'entendre, donc il n'y a pas de sujet. On a maturé et on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas nécessaire de toujours jargonner. Et on s'est rendu compte que finalement, quand on se mettait dans cet état d'esprit, ça nous faisait du bien, ça faisait vraiment du bien aussi aux autres. Donc, voilà, on en a pris conscience peut-être un peu sur le tard, on aurait peut-être pu le faire plus tôt, mais c'est quelque chose que l'on a vraiment ressenti. Attention à l'enthousiasme débordant. Quand on s'est lancé dans cette transformation, là, les 200, on était au taquet. On avait tous envie d'avancer, de progresser, donc on essaie de le faire savoir partout. Bon, les autres commençaient à se dire qu'est-ce qu'ils nous font cela, arrêtez un peu, c'est bon, calmez-vous. Hein, donc voilà, il faut y aller par étapes. Il ne faut pas tout mettre sur la table tout de suite. Il y a quand même une stratégie à mettre en œuvre si vous voulez que ça réussisse. Et enfin, un point qui a été un petit travers au début, c'est de justifier tout ce que vous faites et tout ce que vous réorganisez par opposition à ce que font aujourd'hui les autres. Je fais ça parce que toi tu fais mal. Ah ben oui, c'est sûr, je vais te suivre, il n'y a pas de souci, tu peux compter sur moi. Donc c'est sûr que voilà, ce type d'approche est très risqué et il vaut mieux trouver d'autres angles d'attaque pour finalement amener les autres à adhérer à ce type de transformation. Tu veux peut-être rajouter quelques éléments de conclusion? Bon, après, sur les jargons, c'est aussi un peu d'art, hein, je trouve, parce que le jeu qu'on a développé, City4LPM, d'abord, on a utilisé les jargons safe, et après, on a fait une version interne 2, jargon free, et c'est pas facile du tout. Donc, voilà, donc c'est un exercice à faire et à passer par là, mais ça fait du bien. Ça nous fait du bien. Voilà, on a fini, il nous reste peut-être un peu de temps pour, 5 minutes. Pour les questions, sans problème. 5 minutes, n'hésitez pas.